Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là, d'ailleurs. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. L'appel inattendu. Ce jeudi soir, à 23h15, le téléphone a sonné. Cela aurait dû être mon premier signe d'alerte. En 15 ans de transport de charges surdimensionnées à travers le Pacifique Nord-Ouest, j'avais appris qu'un changement de route de dernière minute n'annonçait jamais rien de bon. J'étais assis dans mon camion, dans une station-service à l'extérieur de Wenatchee, en train de vérifier mes journaux de bord pour la livraison du lendemain, quand mon téléphone a vibré. C'était le numéro du dispatch. Lan Rofford, j'ai répondu, tout en attrapant un stylo. Lan, c'est le dispatch. Nous avons une modification de route pour votre trajet de demain. La voix ne m'était pas familière, ce qui était étrange. Notre entreprise n'était pas assez grande pour que je ne reconnaisse pas la plupart des employés du bureau. Une route fermée. Quelle modification? La route 47, à travers le col Cascade. Vous êtes autorisé à emprunter la section fermée, entre les bornes kilométriques 118 et 146. J'ai posé mon stylo et fixé le téléphone. La route 47 était fermée depuis février pour des réparations d'urgence après un glissement de terrain. Nous étions fin septembre, et chaque camionneur que je connaissais évitait ce corridor. Le détour ajoutait 2 heures, mais personne ne se plaignait. Mieux valait 2 heures de plus que de rouler sur une infrastructure compromise. Cette route est fermée depuis 7 mois, ai-je répondu prudemment. Je n'ai rien entendu à propos de sa réouverture. Elle ne l'est pas officiellement, mais votre chargement doit passer ce soir. Nous avons une autorisation spéciale du ministère des Transports. Vous aurez une voiture pilote, une autorisation complète. Les papiers sont déjà déposés. Quelque chose clochait. Le chargement en lui-même n'avait rien d'inhabituel, des composants de pont préfabriqués, des sections d'acier lourd nécessitant des permis de surcharge et une planification minutieuse. La destination était un chantier près de la frontière canadienne. Un fret industriel standard, rien d'exotique ou d'urgent. Pourquoi cette précipitation, ai-je demandé. Cette livraison n'est prévue que pour lundi. Nous avons 3 jours. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. Assez long pour que je pense que la connexion avait été coupée. Lan, l'autorisation n'est valable que pour ce soir. Si nous ne bougeons pas maintenant, nous perdons la fenêtre et tout le projet sera retardé de plusieurs semaines. Le client menace déjà de pénalité. Je dois savoir si vous prenez cette mission ou si je dois trouver un autre chauffeur. La menace implicite était claire, refuser une mission prioritaire, et on pourrait bien vous oublier pour les prochains appels. La rencontre avec Brenna. J'ai accepté. Qui est la voiture pilote? Brenna Salvo. Elle est déjà au point de rendez-vous près des barrières de fermeture. Vous la rejoindrez là-bas à 20h. Brenna avait une réputation solide. Si elle avait accepté cette mission, ce ne pouvait pas être complètement fou. D'accord, ai-je finalement dit. Envoyez-moi les détails de l'itinéraire et les codes d'autorisation. Je veux voir les papiers avant de partir. Ils sont déjà dans votre boîte mail. Faites un check-in quand vous arriverez au point de rendez-vous. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. Le départ. J'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié l'email. L'autorisation semblait légitime, avec des signatures du ministère des Transports et des numéros de permis. L'itinéraire nous faisait traverser 45 km de route officiellement fermée, en entrant par la barrière et en sortant par le poste de contrôle ouest. Le temps de transit estimé était de 90 minutes, à vitesse normale pour un chargement lourd en montagne. Ce qui m'a frappé en étudiant les documents, c'était à quel point tout était méticuleusement planifié. Quelqu'un avait fait des efforts considérables pour obtenir une autorisation de passage dans un corridor fermé à la dernière minute. La nuit sur la route. À 1h du matin, j'ai quitté la station-service et me suis dirigé vers l'ouest, en direction des montagnes. Les routes étaient presque désertes à 7h. Juste quelques camionneurs de longue distance croisaient en sens inverse et de rares insomniaques en voiture. La nuit de septembre avait cette clarté particulière qui précède l'automne. Fraîche et nette, avec des étoiles visibles malgré la pollution lumineuse des villes éparpillées.
Le point de rendez-vous était exactement où l'email l'indiquait, un terre-plein en gravier à environ 400 mètres des barrières de fermeture officielles. Un SUV blanc avec une barre lumineuse sur le toit y était déjà garé, ses feux de détresse clignotant dans l'obscurité. Je me suis garé derrière et ai coupé le moteur. La portière du SUV s'est ouverte et une femme en est sortie. Elle avait la quarantaine, portait un gilet réfléchissant sur une veste en toile, et se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui faisait ce travail depuis des années. Elle s'est approchée de mon camion, et j'ai baissé la vitre. « Lann Roffort ? C'est moi. Vous devez être Bruna. »« Bruna Salvo, oui. » Elle m'a tendu un porte-document avec des papiers supplémentaires. « Je dois vous faire signer pour confirmer que vous avez été briefé sur les conditions de l'itinéraire et que vous comprenez qu'il s'agit d'une mission sous autorisation spéciale. » J'ai parcouru le document. C'était surtout des décharges de responsabilité et des reconnaissances du caractère non standard de la mission. J'ai signé où c'était indiqué et lui ai rendu le porte-document. « Avez-vous déjà emprunté cette route ?» ai-je demandé. « Avant la fermeture, oui. 2 fois. Toujours de jour, avec un trafic normal. Ce sera ma première fois dans la section fermée. » Elle a marqué une pause, regardant les montagnes sombres devant nous. Ils disent que la route est structurellement solide. Ils n'ont juste pas terminé les travaux de resurfaçage final. Pourquoi la fermer si elle est solide? La bureaucratie, probablement. Plus facile de fermer toute la section pendant qu'ils terminent le projet que de gérer le contrôle du trafic et les vitesses réduites. Cela avait un sens, d'une manière fastidieuse et gouvernementale, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose clochait dans cette mission. Le voyage commence. Bruna est retournée à son SUV et je l'ai regardé s'approcher de la première barrière. C'était une installation standard de fermeture d'autoroute, des barrières en béton disposées pour bloquer les 2 voies, avec un étroit passage sur l'accotement qui pouvait être ouvert pour les véhicules autorisés. Alors que je regardais, une silhouette en gilet réfléchissant est sortie d'une petite remorque garée à côté des barrières. Il y a eu une brève conversation, un échange de papiers, puis le travailleur a écarté une des barrières. Le SUV de Bruna a traversé l'ouverture et je l'ai suivi, en maintenant la distance prescrite. Les signes étranges. Nous avons continué à grimper dans les montagnes, suivant les courbes que je me souvenais vaguement des années passées, quand cette route était encore active. La pente n'était pas sévère, peut-être 6% dans les sections les plus raides, facilement gérables avec ma charge. À 1h30 du matin, ma radio CB a crépité. Comment ça se passe derrière? La voix de Bruna était claire. Tout va bien. La surface de la route est meilleure que la moitié des autoroutes que je prends régulièrement. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant 7 mois, mais ce n'était pas réparer la chaussée. C'est impeccable. Nous avons continué en silence pendant quelques kilomètres. La nuit nous enveloppait, épaisse et complète, comme elle ne l'est que dans les montagnes, loin de toute ville. Mes phares découpaient un tunnel dans l'obscurité, éclairant les lignes blanches et les rares poteaux réfléchissants. Mais au-delà de ce cercle de lumière immédiat, il n'y avait rien. Aucun autre véhicule, aucune lumière de bâtiment lointain, rien que les formes noires des arbres et la masse plus sombre des montagnes s'élevant de chaque côté. Le panneau équipe. À la borne kilométrique 133, quelque chose a attiré mon attention, un petit panneau blanc sur le côté de la route, du genre utilisé pour marquer les distances ou les jonctions, mais celui-ci n'affichait qu'un seul mot en lettres noires, KEEP. J'ai froncé les sourcils en le voyant disparaître derrière moi. Ce mot n'avait aucun sens dans le contexte d'un panneau routier. Ce n'était pas un nom de ville, ni un avertissement, ni un indicateur de distance, juste un mot isolé sur un panneau qui n'avait pas sa place. 3 minutes plus tard, un autre panneau identique est apparu, KEEP. J'ai pris la radio CB. Bruna, est-ce que tu vois ces panneaux? Ceux qui disent juste KEEP? Oui, je les vois. Ils ne sont pas sur mes notes d'itinéraire. Qu'est-ce que tu penses qu'ils signifient? Aucune idée. Peut-être un code interne pour les équipes de construction. Mais même en disant cela, j'entendais l'incertitude dans sa voix. Ce n'étaient pas des marqueurs de construction. Ils étaient trop uniformes, trop délibérément placés. Le mystère s'épaissit. Nous avons rencontré 3 autres panneaux sur les 2 kilomètres suivants, toujours du même côté de la route, affichant toujours le même mot. La répétition semblait délibérée, presque insistante. Puis, à la borne kilométrique 138, le schéma a changé. Le panneau suivant disait « Right ». J'ai senti mes mains se crisper sur le volant.
Keep right était une instruction de circulation courante, mais divisée en plusieurs panneaux et espacée sur des kilomètres, cela prenait une qualité sinistre. Bon, c'est officiellement flippant, a dit Brenna à la radio. La perte de contact. Lan, je vais te demander quelque chose, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. D'accord. Est-ce que tout cela te semble normal? J'ai réfléchi à ma réponse. La question elle-même était significative. Cela signifiait que Brenna ressentait la même inquiétude vague qui grandissait en moi depuis que nous avions pénétré dans la section fermée. Pas particulièrement, ai-je finalement répondu. Mais je ne peux pas pointer quelque chose de précis. Moi non plus. Route parfaite, installations entretenues, mais nous sommes censés être sur une zone de construction fermée. Et c'est ma 3e mission d'escorte cette semaine, et aucune d'entre elles ne m'a semblé tout à fait normale. Que veux-tu dire? Des petites choses. Des itinéraires qui ne correspondent pas au papier. Des points de contrôle qui ne sont pas là où ils devraient être. Mardi dernier, j'ai escorté un camion-citerne à travers une section d'autoroute que mon GPS jurait ne pas exister. Avant que je puisse répondre, nous avons tourné un virage et le premier point de contrôle est apparu. Le point de contrôle. Celui-ci était plus élaboré que la barrière d'entrée, avec des tours d'éclairage portatives illuminant une section plus large de la route et plusieurs véhicules garés sur l'accotement. Alors que nous approchions, j'ai pu distinguer au moins 3 silhouettes en vêtements réfléchissants. Le SUV de Brenna a ralenti et s'est arrêté au point de contrôle. J'ai arrêté mon camion à environ 50 mètres derrière elle, laissant de la place pour manœuvrer si nécessaire. À travers mon pare-brise, j'ai vu un des travailleurs s'approcher du véhicule de Brenna, tandis que les autres restaient près d'un pick-up blanc avec des marquages officiels. La conversation semblait durer plus longtemps que nécessaire pour une simple vérification. À un moment donné, le travailleur a sorti ce qui ressemblait à une tablette ou un appareil électronique et a passé plusieurs minutes à la consulter pendant que Brenna attendait dans son véhicule. Finalement, le travailleur a reculé et a fait signe à Brenna de passer. Elle a traversé lentement le point de contrôle et je l'ai suivi, saluant les travailleurs d'un signe de tête en passant. Aucun d'eux ne m'a répondu. Ils nous ont simplement regardé passer avec une intensité qui ressemblait moins à une attention professionnelle qu'à un examen actif. La disparition du camion. Une fois le point de contrôle passé, la voix de Brenna est revenue sur la CB. C'était bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui vérifiait mes papiers a parlé de confirmer notre créneau, comme si nous avions un rendez-vous ou quelque chose. Il a demandé si nous étions le convoi 200. Nous ne sommes pas un convoi. C'est juste toi et moi. C'est ce que je lui ai dit. Il a juste souri et dit, pour l'instant. Et m'a fait signe de passer. Un frisson m'a parcouru l'échine qui n'avait rien à voir avec l'air de la montagne. Le deuxième point de contrôle. Nous avons continué à grimper plus profondément dans les montagnes. La route tournait plus fréquemment maintenant, suivant les contours du terrain alors qu'elle serpentait à travers une vallée étroite. Les arbres se refermaient des deux côtés, leurs branches formant une voûte qui bloquait même la lumière des étoiles. À la borne kilométrique 142, j'ai remarqué quelque chose qui m'a coupé le souffle, un autre véhicule devant Brenna. Un semi-remorque, ses feux arrière à peine visibles dans le lointain, suivant le même itinéraire que nous. Cela n'aurait pas dû être possible. Nous étions censés être le seul convoi autorisé sur cette autoroute fermée, mais il y avait définitivement un autre camion devant nous, et d'après ce que je pouvais voir, il transportait une charge surdimensionnée similaire. J'ai essayé la CB à nouveau. Toujours rien que des parasites. La sortie. Le point de contrôle ouest est apparu exactement à la borne kilométrique 146, comme promis. L'installation était identique à l'entrée, des barrières en béton avec un espace sur l'accotement et une remorque pour les travailleurs. Brenna s'est approchée en premier et j'ai regardé une silhouette émerger pour écarter la barrière. Elle a traversé et je l'ai suivie, et juste comme ça, nous étions de retour sur une autoroute normale. Le changement a été immédiat et déstabilisant. Soudain, il y avait des panneaux réfléchissants indiquant les limites de vitesse et les jonctions à venir. Des marqueurs en chevron sur les courbes et, au loin, la lueur faible des lumières d'une ville. Brenna s'est garée sur l'accotement environ 1 kilomètre après la barrière et je me suis arrêté derrière elle. Elle est sortie de son SUV et s'est approchée de mon camion. À la lueur de mes phares, je pouvais voir qu'elle avait l'air bouleversée. « Dis-moi honnêtement » a-t-elle dit alors que je descendais de la cabine. « Est-ce que cela t'a semblé être une mission d'escorte normale ?» Pas du tout. Elle a sorti son téléphone et vérifié l'heure, puis a froncé les sourcils.
Lan, quelle heure affiche ton horloge? J'ai regardé l'affichage de mon tableau de bord, 4 heures. La mienne indique 5h32. Nous avons une différence d'1h15. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Ce n'était pas possible. Nous avions été en contact radio pendant la majeure partie du trajet. La fin de la mission. Nous sommes restés là en silence pendant un long moment, aucun de nous deux ne voulant exprimer ce que nous pensions tous les deux. Quelque chose à propos de cette autoroute fermée. Quelque chose à propos de ces panneaux et du camion mystérieux et des travailleurs qui prétendaient que nous étions en retard avait créé une situation impossible. Je vais tout mettre dans mon rapport, a finalement dit Brenna. Les panneaux, l'autre véhicule, la différence d'heure, tout. Tu penses que quelqu'un va te croire? Elle a haussé les épaules. Probablement pas, mais ce sera dans les archives. Nous avons échangé nos coordonnées et convenu de comparer nos notes après avoir tous les deux dormi un peu. Brenna est retournée à son SUV et s'est éloignée, ses feux arrière disparaissant sur l'autoroute en direction de la ville vers laquelle elle se rendait. Je suis resté près de mon camion pendant quelques minutes de plus, regardant en arrière vers la section fermée que nous venions de traverser. Dans l'obscurité avant l'aube, je ne pouvais pas voir les barrières ni les montagnes au-delà. Juste l'endroit où l'autoroute disparaissait dans le néant. La rencontre avec Kyle. 3 jours plus tard, j'étais garé dans une aire de repos à l'extérieur de Portland quand un autre chauffeur a frappé à la porte de ma cabine. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement, juste un autre visage dans le défilé sans fin de camionneurs traversant le Pacifique Nord-Ouest, mais quand j'ai baissé la vitre, il a levé son propre panneau blanc, identique au mien. « Tu es Lan Rofford » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Est-ce que je te connais ?» Je m'appelle Kyle Durn. J'ai roulé sur la route 47 il y a environ 5 semaines. J'ai entendu dire que tu l'avais fait aussi récemment. J'ai pensé que nous devrions discuter. J'ai fait signe à Kyle de monter, et il s'est installé sur le siège passager, tenant toujours son panneau. De près, je pouvais voir qu'il était plus jeune que je ne l'avais d'abord pensé. Peut-être début trentaine, avec une énergie nerveuse qui suggérait qu'il n'avait pas bien dormi depuis un moment. « Comment m'as-tu trouvé ?» Ce n'était pas difficile. Les camionneurs parlent. Le bruit a couru qu'un autre chauffeur avait roulé sur la section fermée et l'avait admis. La plupart des gars qui sont passés par là ne veulent pas en parler. Il a posé son panneau sur le tableau de bord à côté du mien. J'avais besoin de savoir que je n'étais pas fou, alors je t'ai retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ta mission? La même chose que la tienne, probablement. Autorisation de dernière minute, voiture pilote, route qui semblait parfaite malgré la fermeture officielle pour réparation, des panneaux qui disaient équipe et right, un camion devant nous qui n'aurait pas dû être là. Il a marqué une pause. Et le temps qui ne fonctionnait pas correctement. J'ai perdu presque 2 heures quelque part sur cette autoroute. Mon GPS disait que je roulais tout le temps, mais quand je suis sorti de l'autre côté, plus de temps s'était écoulé qu'il n'aurait dû. Tu l'as signalé? J'ai essayé. J'ai eu la même réponse que toi, probablement. Aucun enregistrement de l'autorisation, aucune preuve que cela s'était produit, de fortes suggestions que j'imaginais des choses ou que je devais faire une pause dans la conduite. Il s'est penché en avant, baissant la voix, même si nous étions seuls dans la cabine. Mais voici ce qui me tracasse vraiment. Environ une semaine après ma mission, j'ai commencé à recevoir des appels. Des mauvais numéros, prétendument, mais ils demandaient pour moi par mon nom, puis raccrochaient quand je répondais. Comme si quelqu'un vérifiait que mon téléphone fonctionnait toujours. Tu penses qu'il te surveillait? Je sais qu'il le faisait, parce que 3 semaines plus tard, j'ai été arrêté par la patrouille d'État pour une inspection aléatoire. Rien n'allait mal avec mon camion. Tous mes papiers étaient parfaits, mais ils ont tout passé en revue. Et quand ils ont terminé, le policier a tenu à mentionner qu'il était important de rester sur les routes autorisées. Il a dit qu'il y avait eu des rapports de véhicules commerciaux sur des autoroutes fermées et que quiconque surpris en train de faire cela ferait face à de graves pénalités. Mais tes dossiers montraient que tu n'avais jamais été sur la route 47. Exactement. Alors pourquoi l'avertissement? Kyle a pris son panneau et l'a retourné dans ses mains. Quelqu'un voulait que je sache qu'il me surveillait. Il voulait que je comprenne que même si officiellement rien ne s'était passé, il savait ce que j'avais vu. Et il voulait que je me taise à ce sujet. Les recherches de Kyle. J'ai fait quelques recherches. La route 47 a été fermée 4 fois au cours des 10 dernières années.
Différentes raisons à chaque fois. Glissement de terrain, réparation de pont, problème de surface de la route. Mais voici le truc, chaque fermeture a duré entre 6 et 9 mois. Et pendant chaque fermeture, il y a des camionneurs qui prétendent avoir été autorisés à rouler la nuit. Combien de fermetures? 4 que je peux confirmer. De février 2015 à août 2015, de novembre 2016 à juin 2017, de mars 2019 à octobre 2019, et maintenant celle-ci, commençant en février de cette année. Il a sorti son téléphone et m'a montré un document qu'il avait compilé. J'ai parlé à au moins 2 chauffeurs de chaque fermeture précédente. Ils ont tous vécu les mêmes expériences que nous. J'ai étudié la chronologie. Le schéma était indéniable. Environ tous les 2 ou 3 ans, la route 47 était fermée pour une période prolongée. Et pendant ces fermetures, des convois nocturnes non autorisés passaient par la section officiellement impraticable. Pourquoi, ai-je demandé. Quel est le but? C'est ce que j'essaie de comprendre. Les chargements sont légitimes. Les livraisons ont vraiment lieu. Mais il y a quelque chose à propos de cet itinéraire spécifique pendant ces périodes spécifiques qui nécessitent que des camions passent la nuit sur une autoroute fermée. Pourrait-il s'agir d'une sorte d'opération de contrebande? Peut-être. Mais nous transportons du fret normal. J'ai vérifié mes manifestes par rapport à ce qui a été réellement livré. Rien de manquant, rien d'ajouté. Quoi qu'il en soit, cela ne semble pas impliquer la cargaison elle-même. J'ai réfléchi à cela pendant un moment. Si ce n'était pas à propos de la cargaison, alors de quoi s'agissait-il? Les camions, les chauffeurs, la route elle-même. Est-ce que certains des chauffeurs des fermetures précédentes ont vécu quelque chose après leur mission, ai-je demandé. Des effets à long terme? L'expression de Kyle est devenue sombre. 2 d'entre eux sont morts. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Marcus Holt, le chauffeur qui a quitté la route à la borne kilométrique 136 en 2017. Il a survécu à l'accident mais est mort 6 mois plus tard. Accident de véhicule unique sur une portion droite d'autoroute en plein jour. Les enquêteurs n'ont pas pu expliquer pourquoi il a quitté la route. Et une femme nommée Patricia Klein. Elle a roulé sur la route en 2019. Elle est morte l'année dernière dans son sommeil. Arrêt cardiaque selon le certificat de décès. Elle avait 43 ans. Aucun antécédent de problème cardiaque, en parfaite santé. Kyle a rangé son téléphone. Ce pourrait être des coïncidences, mais 2 chauffeurs qui ont tous 2 vécu des choses étranges sur la route 47, tous 2 morts dans les quelques années suivant leur mission, cela me tracasse. La découverte des panneaux. Kyle et moi nous sommes rencontrés 3 jours plus tard à un sentier à 24 km de la section fermée de la route 47. Nous avions tous 2 pris des précautions, pas de téléphone, pas d'appareils électroniques traçables, des caméras sans capacité sans fil. Si quelqu'un nous surveillait, il saurait que nous nous étions arrêtés ici, mais pas où nous étions allés ensuite. La randonnée a pris 2 heures à travers une forêt dense, suivant d'anciennes routes forestières abandonnées depuis des décennies. Kyle avait fait ses recherches, traçant un itinéraire qui nous amènerait à l'autoroute près de la borne kilométrique 136, l'endroit où Marcus Holt s'était écrasé en 2017. Quand nous avons finalement atteint l'autoroute, en poussant à travers les derniers arbres, j'ai été frappé par son apparence normale. Revêtement frais, ligne claire, accotement bien entretenu. Ce n'était pas une route en mauvais état. C'était une infrastructure en parfait état. Ils ne réparent pas la route, a dit Kyle à voix basse. Ils utilisent la fermeture pour autre chose. Nous avons marché le long de l'accotement, examinant tout. Le revêtement, les systèmes de drainage, les glissières de sécurité, tout semblait neuf ou récemment entretenu. Quelles que soient les réparations que le glissement de terrain avait nécessité, elles avaient été terminées des mois plus tôt. Les anomalies. À la borne kilométrique 136, nous avons trouvé la première anomalie. La glissière de sécurité du côté et montrait des signes de remplacement récents. La section métallique était légèrement plus neuve que le reste. C'était ici que Marcus Holt s'était écrasé, là où son camion avait traversé et plongé dans le talus. Mais il y avait autre chose, une petite dalle de béton d'environ 90 cm² encastrée dans le sol à environ 6 mètres du bord de la route. Elle était au niveau du sol, recouverte de feuilles mortes, et presque invisible. Si nous n'avions pas regardé attentivement, nous l'aurions complètement manqué. Kyle a balayé les débris,
révélant une surface avec plusieurs petites indentations, régulièrement espacées, des points de montage pour quelque chose. « Qu'est-ce que tu penses qu'il y avait ici ?» ai-je demandé. « Aucune idée, mais cela a été enlevé récemment. Regarde comme le béton est plus propre sur les bords. Quelque chose était boulonné ici dans les derniers mois. » Nous avons pris des photos sous plusieurs angles, puis continué le long de l'autoroute. Tous les 400 mètres environ, nous trouvions une autre dalle de béton, chacune soigneusement cachée dans la végétation juste à côté de l'accotement. Certaines étaient du côté est de la route, d'autres du côté ouest. Toutes montraient des signes d'avoir récemment soutenu un type d'équipement. La station de surveillance. À la borne kilométrique 129, près de l'aire de repos que j'avais vue pendant ma conduite nocturne, nous avons trouvé quelque chose de plus substantiel. Derrière le bâtiment des toilettes, dissimulé par un aménagement paysager soigné, se trouvait une petite structure utilitaire. La porte était verrouillée, mais à travers une fenêtre, nous pouvions voir des racks d'équipements électroniques, inactifs, mais clairement fonctionnels. C'est une station de surveillance, a dit Kyle. Ils suivent quelque chose sur cette route. La vitesse, peut-être? Ou des véhicules spécifiques? Ou des fréquences spécifiques, ai-je suggéré, en pensant aux interférences de la radio CB, à la façon dont les communications de Brena avaient été coupées pendant cette portion de l'autoroute. Nous avons tout documenté, prenant des photos et des notes détaillées. Au moment où nous avons atteint la borne kilométrique 144, l'emplacement du deuxième point de contrôle, le soleil commençait à se coucher. Nous devions partir avant que l'obscurité ne rende la randonnée de retour dangereuse. Mais alors que nous tournions pour partir, quelque chose a attiré mon attention, un panneau blanc partiellement caché dans les buissons sur le bas-côté de la route. Je l'ai dégagé et l'ai tenu en l'air. Keep. Identique à celui dans mon camion. Identique à celui de Kyle, mais celui-ci était différent. Au dos, en petites lettres imprimées, se trouvait une série de chiffres, 47K 2237. C'est un code de référence, a dit Kyle. Il numérote ces panneaux, ce qui signifie qu'il y en a au moins 2237, probablement plus. Nous nous sommes regardés, les implications s'installant. Ce n'était pas une petite opération. C'était étendu, organisé, et cela durait depuis des années. L'avertissement. 3 semaines après que Kyle et moi ayons exploré la route 47, j'étais en train de transporter du bois à travers l'Oregon. Ma 3e semaine consécutive à éviter les routes de Washington, quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai presque ne pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Lan Rofford. La voix était inconnue. Masculine. Précautionneuse. Qui demande ? Mon nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous arrêtiez de vous intéresser à la route 47. Vous et Kyle Duren. Mes mains se sont crispées sur le volant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les dalles de béton, la station de surveillance, les panneaux numérotés. Vous avez trouvé pas mal de choses pendant votre petite randonnée. Une pause. Nous savons pour les photographies. Nous savons pour vos recherches et nous vous demandons poliment de tout supprimer et de continuer votre vie. Et si je ne le fais pas ? Alors nous serons obligés de prendre des mesures qui ne seront pas agréables pour vous deux. Vous avez un casier vierge, Monsieur Rofford. Bonne réputation, un travail régulier. Ce serait dommage que des questions se posent sur votre aptitude à conduire commercialement. Des questions sur la consommation de substances, peut-être, ou des préoccupations concernant votre santé mentale. Vous ne pouvez pas simplement. Nous le pouvons et nous le ferons. C'est votre dernier avertissement. Supprimez les fichiers, oubliez ce que vous avez vu, et retournez à votre travail de chauffeur. C'est une bonne vie. Ne la gâchez pas par curiosité. La ligne a été coupée. J'ai immédiatement essayé d'appeler Kyle, mais son téléphone est passé directement sur messagerie. J'ai laissé un message lui demandant de me rappeler d'urgence, puis j'ai passé l'heure suivante à conduire dans un état de panique à peine contrôlé. Il savait exactement où nous avions été, ce que nous avions trouvé, même pour les photos que nous avions prises avec des caméras hors ligne. Ce niveau de surveillance était terrifiant. Kyle a rappelé 2 heures plus tard. Sa voix était tremblante. Ils t'ont contacté aussi. Hier ? Même message, même menace. Lan, ils m'ont envoyé des copies des photos que nous avons prises,
imprimés et postés à mon adresse personnelle avec une note disant qu'il pourrait tout aussi bien les envoyer à la police d'État avec un tuyau anonyme sur du délit de violation de propriété. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle option ai-je? Je supprime tout. Toutes les recherches, toutes les photos, toutes les informations de contact des autres chauffeurs. C'est fini. Kyle a marqué une pause et quand il a parlé à nouveau, sa voix était plus calme. Marcus et Patricia. Je pense que je comprends maintenant ce qui leur est arrivé. Ils n'ont pas arrêté de creuser. L'implication est restée entre nous comme un poids. Fais attention, Kyle, ai-je dit. Supprime tes fichiers. Oublie mon numéro. Et quoi que tu fasses, ne retourne pas sur la route 47. Il a raccroché et je savais que je ne recevrais plus jamais de ses nouvelles. J'ai passé le mois suivant à garder la tête basse et mes trajets normaux. J'ai transporté des chargements de haut en bas de la côte ouest, évitant complètement Washington. Je n'ai pas fait de recherche sur la route 47, je n'ai pas contacté d'autres chauffeurs. Je n'ai donné aucune indication que je pensais encore à ce que j'avais vu, mais j'y pensais. Chaque jour, chaque kilomètre, j'y pensais. Et je remarquais des choses, de petits détails, des schémas, certains camions qui apparaissaient à plusieurs reprises à différents arrêts, maintenant toujours une distance, ne prenant jamais contact. Les mêmes marques et modèles, différentes plaques, mais suffisamment similaires pour faire partie d'une flotte. Ils ne m'approchaient jamais, ne donnaient aucune indication qu'ils me suivaient, mais ils étaient là, dans mes rétroviseurs, aux stations-service, sur les parkings. J'ai commencé à les documenter, mémorisant les numéros de plaques, prenant des notes mentales. Après une semaine, j'avais identifié au moins 6 véhicules différents qui apparaissaient trop fréquemment pour que ce soit une coïncidence. Après 2 semaines, j'étais certain d'être sous surveillance active. Ils me regardaient, s'assurant que je tenais ma parole, s'assurant que je restais loin de la route 47. La décision. C'est exactement pourquoi, lors de la 3e semaine de novembre, j'ai accepté un chargement qui me ramènerait à travers Washington. L'appel du dispatch était routinier. Ils avaient besoin de quelqu'un pour transporter du matériel de construction de Portland à Spokane, partant dans 2 jours. L'itinéraire devait me mener au nord à travers Washington sur l'Interstate 5, puis à l'est sur la route 90. Nulle part près de la route 47. J'ai accepté la mission. Mais une fois sur la route, j'ai pris une décision que je savais être soit courageuse, soit suicidaire, et je n'étais pas sûr de laquelle. Au lieu de prendre l'itinéraire assigné, j'ai dévié vers le nord en direction de la section fermée de la route 47. Je voulais la voir à nouveau en plein jour, de loin. Je voulais confirmer que ce que Kyle et moi avions trouvé était toujours là. Je me suis approché par une route d'accès différente, garé mon camion vide à un sentier et me suis rendu à pied. Pas de téléphone, pas de caméra, rien qui puisse être tracé ou enregistré. Juste moi, la forêt, et la certitude croissante que je faisais une terrible erreur. La route a disparu. La randonnée a pris 90 minutes. Quand j'ai finalement atteint un point de vue surplombant l'autoroute près de la borne kilométrique 138, je me suis arrêté et j'ai fixé la scène. La route avait disparu. Pas fermée, pas en construction. Disparu. Là où l'autoroute aurait dû être, il n'y avait que de la terre nue et des engins de construction. D'énormes sections de chaussée avaient été arrachées, laissant de profondes tranchées dans le paysage. Les dalles de béton que nous avions trouvées avaient disparu, la station de surveillance démolie. Même les glissières de sécurité avaient été enlevées par longues sections. Cela ressemblait maintenant à un véritable chantier de construction, comme s'il réparait réellement la route, et non pas comme s'il faisait semblant de la fermer. Mais nous étions ici il y a 3 semaines. La route était parfaite. Le revêtement était neuf. Il n'y avait aucun moyen qu'ils aient pu arracher autant d'infrastructures en si peu de temps, à moins qu'ils n'aient commencé le moment où ils savaient que nous avions été là. Le moment où ils savaient que quelqu'un avait documenté la vérité. La rencontre avec toi, Vérim. Je me suis retourné pour partir, et c'est alors que je l'ai vu. Un homme en gilet du ministère des Transports se tenait à l'extrémité éloignée de la zone de construction, me regardant directement. Même à 100 mètres de distance, je l'ai reconnu. Toi, Vérim. Il n'a pas agité la main, n'a pas crié, s'est simplement tenu là à me regarder, s'assurant que je comprenais le message. Il savait que j'étais là. Il savait que je n'avais pas lâché l'affaire. Et il me mettait en garde une dernière fois.
Je suis retourné à mon camion plus vite que je n'étais venu, le cœur battant. Quand j'ai atteint le sentier, j'ai presque couru. Je suis monté dans ma cabine, j'ai démarré le moteur et me suis engagé sur l'autoroute sans regarder en arrière. Mais je ne pouvais pas chasser l'image de Toiverim debout au bord de cette route déchirée, me regardant avec une expression qui n'était pas tout à fait menaçante, mais pas rassurante non plus. C'était le regard de quelqu'un qui avait gagné, qui savait qu'il avait gagné, et qui me donnait une dernière chance d'accepter la défaite avec grâce. Épilogue, le choix. J'ai conduit directement jusqu'à Spokane, j'ai livré ma cargaison, et j'ai immédiatement accepté une autre mission allant vers le sud, loin de Washington, loin de la route 47, loin de tout ce qui se passait sur cette autoroute et qui nécessitait un tel niveau de contrôle et de secret. Cette nuit-là, garé dans une aire de repos en Idaho, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Pas de mots, juste une image, une photographie de mon camion prise cet après-midi-là au sentier près de la route 47. L'angle suggérait qu'elle avait été prise depuis les arbres, par quelqu'un qui m'observait arriver et partir. Ils avaient été là tout le temps, me regardant les regarder, s'assurant que je comprenais qu'il n'y avait aucun endroit où je pouvais aller, rien que je pouvais faire qu'ils ne sauraient pas. J'ai supprimé le SMS et je me suis assis dans l'obscurité de ma cabine, écoutant les sons de l'air de repos autour de moi. Des moteurs diesel au ralenti, des freins à air sifflant, le murmure lointain des conversations des autres chauffeurs, des sons normaux d'un endroit normal où des gens normaux faisaient un travail normal. Mais je savais maintenant qu'en dessous de cette normalité se trouvait autre chose. Un schéma de contrôle et de surveillance qui s'étendait plus loin que je ne l'avais imaginé. Il ne m'avait pas seulement surveillé sur la route 47. Il m'avait suivi pendant des semaines après, traçant mes mouvements, documentant mes recherches, restant une longueur d'avance sur chaque action que je faisais. Et la partie la plus terrifiante était que je ne savais toujours pas pourquoi. Qui avait-il de si important sur cette autoroute? Qu'est-ce qu'il testait, mesurait ou transportait qui nécessitait un tel niveau de sécurité opérationnelle? J'ai sorti le panneau blanc que j'avais gardé sur mon tableau de bord, celui qui disait équipe. Je l'ai retourné, regardant le dos vide, et me suis demandé s'il y avait eu des numéros sur celui-ci aussi, qui s'étaient estompés avec le temps. Je me suis demandé combien de ces panneaux existaient, éparpillés sur combien de kilomètres d'autoroute, marquant combien d'années de convoi secret. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS du même numéro inconnu. Bon choix. Profitez de votre carrière, Monsieur Rofford. Ils m'avaient vu quitter Washington. Ils m'avaient vu prendre la route du sud, et ils étaient satisfaits que j'ai compris le message. J'aurais voulu me sentir soulagé. Au lieu de cela, je me sentais vide. J'étais arrivé près de quelque chose de significatif, de quelque chose qui comptait, et on m'avait forcé à m'éloigner. Non pas parce que j'étais convaincu que ce n'était rien, mais parce que je n'étais pas assez courageux pour affronter ce que le poursuivre me coûterait.